Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On ouvrira aux retardataires qui vont arriver. Il y a un petit peu d'embouteillage à cette heure-là. Merci beaucoup d'être ici, si nombreux ce soir. Nous sommes très heureux d'accueillir Maria Pourchet ici présente. Et Charles Pépin. Donc, voilà. Alors, avec Tiffaine, on a voulu les réunir pour parler couple, puisque c'est la thématique de ces 3 mois. Ça nous a semblé, parce que d'abord, on les aime beaucoup, et puis parce qu'on a voulu provoquer leur, comment dirais-je, leur rencontre. Leur rencontre. Et donc... oui, leur rencontre, vous allez voir, on va beaucoup en parler, aussi bien en revenant sur vos livres, Maria, et puis un de vos livres, La rencontre, mais j'ai l'impression que quand on parle philosophie, la rencontre est de toute façon inhérente à ces propos. Donc le thème du couple... Moi, c'est parce que je fais un peu de scénographie. Ah, vas-y, bouge-nous tout. Il n'y a pas d'exclusion. C'est ça, Comme ça, voilà. Après, il faut que je vous vois. Hein. Voilà. Non, mais c'est mieux comme ça, voilà. C'est sûr. Mais recule-toi aussi. Hein. Oui, encore. Parfait. Mais excusez-nous pour ce petit ajustement scénique. Donc oui, le couple, on en parle depuis quelques semaines déjà, entre Château-Vallon, Le Liberté, et puis on peut dire que dans la littérature, le sujet a été bien aussi abordé. Et là, on va revenir un petit peu, si on fait le tour de vos livres, on arrive à une certaine... on va réussir à tirer quelques fils de cette thématique du couple. Mais d'abord, peut-être, alors bon, on va vous représenter, même si je pense que beaucoup de personnes dans la salle vous connaissent. Maria Pourchet, vous êtes écrivaine, vous êtes sociologue aussi, ça peut-être que tout le monde ne le sait pas, je ne sais pas. Et vous êtes aussi scénariste. D'ailleurs, vous avez scénarisé le dernier film sur Romain Gary qui s'appelle L'Enchanteur, où Charles... Je vais être interrogée par mon Romain Gary. Romain Gary, c'est ça? Troublant. Quand on parle d'amour. D'ailleurs, il est en replay sur France Télé. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'espère qu'il y en a qui l'ont... Pas beaucoup qui ne l'ont pas vu. Non, c'est grâce à Maria, parce que Maria a écrit ce magnifique scénario avec François-Henri Désérable. Et ça a été vraiment une très belle aventure. Et puis on retrouve dedans aussi, d'ailleurs, dans le scénario, mais dans vos livres dont on va beaucoup parler, là, Feu et Western, qui sont vos 2 derniers livres parus. On retrouve votre langue incisive avec un humour un peu corrosif. Et puis, voilà, qui ont fait aussi votre succès. Et puis aussi une fine observation, justement, à la fois des personnages que vous travaillez, des situations aussi qu'on peut y retrouver. Voilà, donc on va aborder tout ça ensemble. Et puis Charles Pépin, alors vous êtes philosophe. Bonjour. Mais vous êtes romancier aussi. Ah, c'est Maria Pourchet qui m'a rappelé mes crimes de jeunesse. Oui, j'ai commencé par des romans. Et je reviendrai. Avec le thème du couple. Je vais revenir aux romans. Mais pas tout de suite, je ne suis pas encore prêt. Et puis, au-delà de vos écrits, de vos romans, de vos essais, de vos bandes dessinées aussi, vous êtes aussi animateur, notamment à la radio. Cet été, vous allez revenir, donc après un été déjà passé sous le soleil de Platon. Oui, tout à fait. Voilà, avec le succès que l'on connaît. Donc là aussi, vous pouvez d'ailleurs vous replonger dans les podcasts précédents. Vous nous disiez tout à l'heure d'ailleurs que celui où il y a eu cette rencontre entre les 2 Charles l'été dernier était une des plus écoutées, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est pas par hasard. On s'était bien marré. On avait dit beaucoup de choses. Voilà. Et donc là, on va revenir donc à la fois sur votre essai qui s'appelle La rencontre, qui parle de la rencontre amoureuse, mais pas que. Ouais. Et puis aussi sur Vivre avec son passé, qui est le dernier essai qui nous amène aussi beaucoup à parler du couple. Et puis la confiance en soi. D'ailleurs, je rappelle que nos amis de Charlemagne sont après dans le bar. Je vous invite au bar pour signer. Nos 2 auteurs vont pouvoir signer leur livre. Donc évidemment, n'hésitez pas à rester. D'abord, c'est vachement bien de boire un coup après.
et ensemble. Et puis ensuite, vous aurez le plaisir de pouvoir bien avoir les deux, une autrice, un auteur remarquable qui vont signer leur livre. Merci à Charlemagne. J'en profite pour redire merci. Vive Charlemagne. Ah, c'est Alors, gentil. si on commence à ausculter ce couple, on peut peut-être commencer par la rencontre. Justement, et notamment celle que l'on retrouve dans la rencontre entre vos personnages, dans Western et dans Feu, qui sont donc des rencontres inopinées, qui ne sont pas du tout attendues, avec des personnages, dans les deux cas, avec un personnage qui est peut-être... des personnages qui n'attendent rien, qui n'attendaient plus rien de la vie, et certainement pas une rencontre, et qui se trouvent un petit peu soufflés par cette rencontre. Alors qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie de poser la question peut-être à tous les deux, je ne sais pas, vous verrez qui veut commencer, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la rencontre a lieu, et que justement, on est dans une prédisposition, parce que c'est lui, parce que c'est elle, parce qu'il y a ce contexte, qui fait qu'on accepte de se faire souffler, bousculer. Je veux bien que tu commences pour le côté schématique, conceptuel, encyclopédique. Tout. Alors d'abord, je voudrais commencer par dire que j'ai adoré ce livre Feu, et notamment la rencontre complètement qui se passe dans un restaurant qui a à la base un déjeuner professionnel et qui va changer de tournure. Et justement, c'est une bonne entrée en matière, parce que pour moi, il n'y a de rencontre, au fond, que de l'inattendu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les choses se passent comme prévu, cette façon dont le réel colle à la prévision interdit toute rencontre. On peut peut-être commencer par ça, je crois, par dire que si imaginez que vous soyez sur une appli de rencontre et qui soit hyper performante et qu'elle propose une recherche à base de 542 critères, et qu'il existe quelqu'un qui match sur ces 542 critères, mais réellement critères sociaux, sexuels, financiers, moraux, idéologiques, fiscaux. Imaginez que ça existe. Et puis là, vous avez une rencontre, une date, et puis cette personne, mais essayez de faire l'effort mental de se le représenter, parce que ça n'existe évidemment pas. Mais bon, cette personne, elle coche les 542 cases. Eh bien, il n'y a pas de rencontre. Parce que si elle correspond exactement à la représentation qu'on s'en était faite, à l'attente, au fond, ça veut dire qu'il n'y a pas de rencontre. Et Christian Bobin a écrit quelque chose de très beau sur sa rencontre avec Pierre Soulages, et il dit que le réel surgit à partir du moment où il vient casser, fissurer la représentation qu'on s'en faisait au préalable. Donc voilà, pour moi, la rencontre, c'est quand il y a le réel qui fait irruption et qui casse les idées qu'on s'en faisait. Et c'est ce que j'ai ressenti, Maria, en lisant cette rencontre dans Feu. Alors, je suis assez d'accord avec ce que tu décris. C'est quelque chose que moi, j'appellerais plus la surprise. Ouais. Il y a une part de surprise, mais c'est presque une étape. C'est une étape presque tardive de la rencontre. Moi, je vais faire une réponse de romancière, donc plus empirique. J'ai l'impression que la rencontre, en tout cas amoureuse, en amitié c'est encore très différent, elle s'est produite parce que quand elle se produit, j'y étais, et donc mes personnages aussi, très disponibles. Voire je la souhaitais, je priais, je concevais le moment, des personnages, etc. Il y avait vraiment, comme si tout mon être, et pour en avoir parlé avec des amis et tout, cette disposition-là, elle a été aussi décrite, comme si j'établissais une certaine... avant même la rencontre, une espèce de transaction virtuelle avec l'univers, en disant, voilà, ça peut être maintenant. Alors ce maintenant, après, ça peut se produire 3 ans après. Et ce qui donne l'impression au départ que la rencontre, on peut la contrôler. Parce qu'on se dit, ah ben voilà, c'est là. Ah bah, et on se piège d'ailleurs, parce que du coup on a le sentiment que la personne qui vient, c'est celle qu'on attendait, parce que la rencontre a lieu. Et là c'est un petit peu la farce, parce que c'est ce qui permet d'accepter cette rencontre, puisqu'on la veut, puisqu'on l'attend, puisque en tout cas moi il m'est jamais arrivé une rencontre où je me dise ah non merde, non, pas là, pas maintenant, surtout pas. Je sais que ça peut arriver. Et ensuite la surprise elle vient après, quand on se dit
ah oui, je suis restée avec cette personne, je suis tombée amoureuse de cette personne. Et c'est toujours très intéressant d'en faire la lecture rétrospective, parce qu'on a toujours l'impression d'un instant romantique, et en fait, cette rencontre, on peut s'apercevoir que, alors peut-être que je désenchante un peu, mais qu'elle est sous l'influence de plein de trucs. Enfin, on en parlera peut-être, mais de plein de facteurs qui peut-être recoupent les critères dont... La sociologue qui ressurgit les la romancière. 534 critères. Oui, voilà. Non, celle-là, j'arrive jamais vraiment à la piétiner, tu vois. Et voilà, mais bon, je m'arrête là parce que comme j'imagine qu'on va poursuivre sur ce thème, je ne vais pas commencer à ramifier les réponses. Non, moi je peux citer Charles Pépin dans Accueillir la surprise, c'est le début de ce moment-là dans le bouquin où vous dites « Nous pouvons nous tromper sur ce qui nous rendra heureux. Mon ami a rencontré une femme qui ne correspondait pas au portrait qu'il s'en était fait, mais il a trouvé le bonheur. Il avait oublié qu'une rencontre a justement le pouvoir de redistribuer nos attentes, nos désirs, nos idées, même des choses et de la vie. » Voilà une belle invitation à la disponibilité. Savoir que nous pouvons nous tromper sur nos attentes peut nous convaincre de nous ouvrir à ce que nous n'attendons pas. Se montrer inflexible, ne rien envisager d'autre que ce qui correspond à nos désirs précis, relève d'une double erreur. Stratégique d'abord, nous passerons très probablement à côté de certaines opportunités. Psychologique ensuite, nous nous trompons peut-être sur nos désirs. Et nous fermons la porte à la rencontre de cet autre qui nous permettrait d'en prendre conscience. C'est bien d'avoir son texte lu par Charles Berling. On peut continuer un petit peu ? Alors, c'est vrai que ça fait résonner ce que disait Maria sur cette notion de disponibilité. Et ça nous permet aussi de mesurer aussi pourquoi l'époque... D'ailleurs, j'ai vu que c'était ainsi que ce matin, Var Matin a titré nos deux interviews qui annonçaient cet événement. La société est un gigantesque tue l'amour. J'imagine que c'est une de tes phrases, Maria. Non. Parce que non. alors, c'est pas non plus une de mes phrases, donc je sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que cette société qui nous demande de savoir qui on est, d'être fier de qui on est, d'anticiper, de prévoir, de calculer, de quantifier, au fond, elle entrave notre capacité à la disponibilité. Et donc, il y a un travail à faire pour préparer la possibilité de la rencontre, presque un travail théorique, pour se dire, au fond, que recréer au moins un espace psychique de disponibilité à ce qu'on n'attend pas, et puis aussi un espace matériel, un espace temporel, en laissant très concrètement des espaces vides dans son agenda, en n'étant pas dans l'espèce de saturation de la possibilité même de la rencontre. Et c'est vrai que j'ai l'impression que toutes les caractéristiques de l'époque, finalement, entravent la possibilité de la rencontre. L'obsession de la prévision, du calcul, mais aussi l'espèce de survalorisation des gens très occupés. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas occupé, on le prend pour un loser. Alors que dans d'autres temps, ça aurait été un poète, un romantique, ça aurait été valorisé. Mais comment voulez-vous rencontrer quelqu'un si vous êtes surbooké et si vous jouez votre surmoi comme ça, dans le fait d'être débordé, vous voyez ? D'ailleurs, Elon Musk s'est exprimé là-dessus en disant que sur son rapport amoureux, justement, il avait des horaires qui étaient dévolus à ça. C'est pas le plus grand des poètes. poètes. Il devient atroce. Même. C'est la fin du monde, là. Alors, mais justement, si on parle d'agenda et de programmes surbookés, c'est pour ça que je suis assez étonnée, Maria, par ce que vous disiez, parce qu'il y a deux personnages quand même. Alors, notamment le personnage de Clément qu'on retrouve dans Feu, qui est un banquier, qui est complètement glacé dans son environnement, qu'il appelle la banquise de cette banque de la Défense, etc., qui a un emploi du temps chargé, tout est millimétré dans son téléphone, tout est paramétré, sa vie est paramétrée, sa santé est paramétrée, etc. Il n'a pas l'air d'être décidé, en tout cas, à être dans une ouverture sociale, il est plutôt dans un renoncement total. Et pourtant, là, il fait cette rencontre et il accepte de quitter ce renoncement et de se lancer. Alors, il dit, déjà avant, ce n'est pas criant que je suis quasi mort. Bon, c'est pas... Et alors, cette phrase que j'adore, c'est un plan incliné, cette fille, je vais basculer. Donc, il est
il était quasi mort, et pourtant il voit cette fille se plan incliné et il bascule il quitte le registre. Son problème dans cette histoire, c'est qu'il... Non, pour reparler de disponibilité, lui ne se rendra jamais disponible. C'est-à-dire qu'il va tenter... Donc comme vous dites, c'est quelqu'un qui rationalise absolument tout. On suppose avant le livre, avant le début de cette rencontre, qu'il ne rencontre que des gens de son milieu, ou que quand il ne rencontre pas des gens de son milieu, c'est via des applis, etc. Là, c'est quelqu'un qui vient le chercher dans un environnement, c'est une prof d'université qui a besoin d'un banquier dans un colloque. D'un banquier d'affaires dans un colloque. Donc le truc, le choc des milieux, ça n'arrive pas. Non, pour reparler de sociaux, ce n'est pas socialement prévisible cette rencontre. Et donc il va essayer d'y aller, mais il ne va pas y arriver. Et toute la souffrance et tout l'échec de cette passion va venir de là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est disponible, elle, alors que en termes de paramètres, pour le coup, elle a des enfants, elle est mariée, elle habite pas là. Enfin, elle pourrait vraiment. Mais il y a des raisons dans sa vie parce que cette rencontre, en tout cas, elle attendait une rencontre, donc elle identifie malheureusement dans ce mec une porte de sortie. Elle va prendre celle-là, alors que peut-être qu'elle aurait dû en attendre une autre, mais en tout cas, elle va prendre celle-là, elle va essayer de la forcer. Et lui, plus elle va arriver vers la porte de sortie qui constitue, plus il va essayer de se déplacer, parce que se rendre disponible à l'amour, quand on est paramétré, comme vous dites à ce point-là, j'aime beaucoup ce mot, c'est la mort, parce que c'est la métamorphose. Et il y a beaucoup d'hommes à cet âge-là qui assimilent la métamorphose à la mort, puisque qui dit métamorphose dit inconnu, une rencontre. Je crois que, moi je l'ai lu je l'ai lu en brochet ce livre avant le poche, donc ça fait un moment, mais je crois que tu en parles de ça. Une rencontre, c'est un moment, on n'est pas la même personne avant et après une rencontre. Et à l'âge qu'ont mes personnages, ça on le sait. Et ça peut vraiment, et c'est le problème, c'est que ça peut vraiment réduire la disponibilité. On n'est plus innocent. On sait qu'on n'a pas forcément cette capacité à être un autre, à recommencer. Voilà. D'ailleurs, dans Western, justement, le personnage masculin va au départ ne pas rencontrer, disons, Aurore, mais ensuite, parce que lui-même est dans une destruction de sa vie, et à ce moment-là, il devient disponible. Oui, et puis elle ne le laisse pas... Oui, il devient disponible par défaut. C'est-à-dire qu'il a fallu, pour qu'il rencontre... Pareil, là aussi, il y a un choc des milieux. Pour qu'il rencontre cette femme-là, il a fallu qu'il n'ait plus rien. Il a fallu qu'il arrive à une sorte de nu de sa personne, de dénuement, où là, pour le coup, tous les paramètres, tout ce qui le conditionne d'habitude... soit du fait du scandale dont il est l'objet, soit tombé. C'est-à-dire que la personne qu'il était juste avant cette rencontre n'aurait pas pu plaire à Aurore et inversement. Et ça, pour le coup, c'est fantasmé parce que, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. C'est ça que j'ai aimé raconter, puisque j'aimerais bien avoir ton avis d'ailleurs là-dessus. Quand tu parlais du titre dans Var Matin, je ne l'ai pas lu, mais la société intitule l'amour, pour moi, tu vois ce que ça voulait dire, c'est que on est tellement conditionné dès l'éducation, très tôt, à ce que c'est que le désir, jusqu'où on peut l'emmener, avec qui on doit être, qu'est-ce que c'est qu'un mec bien, qu'est-ce que c'est qu'une femme intelligente, qu'est-ce que c'est... Que finalement, c'est très très dur de trouver une rencontre... sans toutes ces influences-là, tous ces conditionnements éducatifs, sociaux, intellectuels, etc. Et ce qui m'a plu dans Western, c'est d'imaginer des gens qui, pour une raison qu'on découvre dans le roman, sont dépouillés de ça. Qu'est-ce qui se passe quand on est dépouillé de ça ? Et personnellement, moi, ça m'est jamais arrivé, par exemple. Ça permet de poser un idéal, presque, même au sens sociologique, un idéal type d'une rencontre qui permet de décoller comme ça les individus de cette structure sociale, de cette prévisibilité, de ce déterminisme ou de ce conditionnement. Et effectivement, il y a un moment, on a l'impression que quand on tout à l'heure, on disait dans la rencontre, le réel fait irruption et il vient percer la carapace de la représentation. Mais on pourrait dire aussi, idéalement, dans le rêve d'une belle rencontre, ça vient casser le social et il y a une irruption des singularités. Et on s'aperçoit qu'il y a deux grands obstacles à l'amour, je crois. Le premier obstacle, c'est la norme sociale.
Et le deuxième obstacle, c'est ce que tu évoquais précédemment à travers la figure du banquier, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer. Et donc là, il y a un très grand paradoxe dans notre époque, c'est qu'on nous dit « aimez-vous », en gros, c'est bien l'amour, voilà, on valorise l'amour, mais on nous dit aussi « soyez vous-même, ayez de l'estime pour vous-même, soyez fiers de vous-même, affirmez-vous vous-même ». Mais dans ce cas-là, je ne vais pas réussir à aimer, puisque l'amour, la rencontre de l'autre, c'est la rencontre de quelqu'un qui va venir en tant qu'altérité, en tant qu'autre regard, en tant qu'autre subjectivité, en tant qu'autre vision du monde. Ça va fissurer ma carapace identitaire. Et donc, si je ne suis pas prêt à ça, je vais me fermer. Et après, je vais soit pleurnicher en disant que je ne rencontre pas l'amour, mais en fait, je suis responsable, soit je sais ce que je fais et j'assume, et je dis que je veux quelques partenaires, amicaux ou sexuels, mais je ne veux pas. J'ai trop peur, en fait, que se fissure ma carapace identitaire, parce que je ne sais pas ce qui va apparaître, je ne sais pas qui je vais devenir à ton contact. Et c'est là que, évidemment, le beau risque de l'amour, c'est d'aller vers cet inconnu qui est soi, tel qu'on va changer au contact de l'autre. Peut-être ce qui arrive dans Western. Alors, on est tous passionnés par la rencontre, donc le livre de Charles Pépin, mais après la rencontre, par la rencontre, deux personnes fabriquent sans doute un couple. C'est juste pour faire une transition, vous avez compris ? On a compris la parce qu'il y a dans la salle, je suis sûr, des couples qui sont venus certainement. Bon, donc là, une fois la rencontre faite. Maria, je crois que la question. Moi, je veux bien. Après, il y a peu avec le. C'est un peu général là. tu peux. Le couple t'aime. Allez-y. Est-ce qu'on croit en le couple, c'est ça ? Commence. Bon, je commence. Okay. Non, j'ai compris. J'ai compris la perche. Voilà. En fait, j'ai compris la perche. Je vais juste me proposer une idée que j'ai défendue dans la rencontre et que je trouve importante. C'est que ce qui est beau dans l'amour, c'est le chiffre 2. C'est que depuis que je t'ai rencontré, en fait, je suis plus seul avec mes yeux à voir, par exemple, ce film avec Charles Berling que j'adore depuis toujours. Mais je vais le voir avec tes yeux à toi, mais en plus des miens. On ne va pas fusionner avec un seul regard. Et si j'écoute Bowie depuis que j'ai 14 ans et que je t'ai rencontré à 5 ans, maintenant, comme je connais ta sensibilité, comme je me mets à ta place, je fais l'expérience de l'altérité, quand je vais écouter le même album de Bowie, je vais l'entendre avec mes oreilles, que je garde, mais aussi avec tes oreilles. Et c'est ce que dit très bien le philosophe Alain Badiou, quand il dit que l'amour, c'est l'apprentissage du chiffre 2. C'est l'expérience de l'altérité. Et on est différent, et on reste différent. Donc évidemment, de ce point de vue-là, cette espèce de passion pour la fusion dans le couple, pour moi, c'est le repoussoir ultime. Quand on dit, oui, nous, on adore le Cap Ferré, nous, on adore Hier, on adore le Var, et on adore Charles Berling. Mais qui est ce on ? C'est grotesque. On peut adorer Charles Berling pour des raisons différentes. Et donc je pense qu'il faut combattre absolument cette fusion, parce qu'elle est la trahison de ce qui a rendu l'amour possible, en tant qu'expérience de l'altérité. Et alors il y a une sortie que tout le monde connaît ici, je crois, de Lucchini, qui est géniale. Il est invité chez Mireille Dumas, et il pète un câble, il dit alors, ces couples, c'est répugnant, nous on adore le Maroc, mais qui est ce on ignoble, qui est cette hydre à monocéphale? Et c'est vrai que c'est une trahison de l'altérité. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a une phrase de Platon qui peut nous guider dans cette réflexion, qui dit « Qui n'a jamais aimé ne peut philosopher ». Et ça veut dire ça, parce que philosopher, c'est réussir à penser contre soi, à endosser une vision du monde qui n'est pas la sienne, bref, à se décentrer. Et l'amour, c'est cette expérience du décentrement. Et peut-être que si on n'aime pas, on n'est pas capable de ça. Donc au fond, si on n'aime pas, même un livre ou un auteur, on n'est pas capable de cette expérience du décentrement qui fait qu'on devient philosophe. Donc voilà, je crois que pour moi, c'est très dangereux d'être un couple. Mieux vaut rester deux étoiles singulières qui d'ailleurs s'attirent, continuent à s'attirer parce qu'elles sont mystérieuses, parce qu'elles nous échappent, parce que l'une échappe à l'autre. Et vous savez, le drame, c'est oui, mon petit bébé, mon amour, mon trésor. C'est quoi ce mon d'abord ? C'est quoi ce possessif ? Le problème avec les pronoms, Charles. Ouais, bah oui, un couple, monde. Non, il faut rester. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole après. Bon voilà, j'ai trop parlé. Non, je suis vraiment d'accord.
Après, j'ai l'impression quand tu parles là, mais bon, c'est parce que c'est rapide, mais on assimilerait couple et amour. Et si tu dis, le couple, c'est la réussite de cette expérience qu'est l'altérité, c'est formidable, mais je crois que c'est 1 fois sur 10. Enfin, il suffit de le voir à l'échelle d'une vie. Moi, je suis vraiment... cette réussite de l'altérité, c'est la garantie qu'on vit une histoire d'amour, pour moi. Mais on peut se rendre compte au bout de 10 ans de vie en couple que ce n'était pas le cas. Mais cette expérience dont tu parles, elle est rare, elle est unique. Elle va vraiment avec la maturité, parce que pendant quand même très longtemps, ce mythe de la fusion, il fait quand même beaucoup de mal. Ouais. Parmi les conditionnements éducatifs et littéraires et romantico approximatifs dont je parlais, la fusion, ça en fait vraiment partie. Je ne sais pas d'où ça sort. Il y a peut-être une origine philosophique à ce mythe. Bien sûr, c'est même platonicienne, ouais, tout à fait. Le mythe de Phèdre, on retrouve sa moitié et on ne fait plus qu'un. Ouais. Et en fait, à l'observation de terrain, j'ai envie de dire, en général, les couples très fusionnels, il y en a souvent un qui a absorbé l'autre. Ben oui. C'est rarement des couples très paritaires. En général, il y a les goûts de quelqu'un qui ont recouvert ceux de quelqu'un d'autre. Ben oui. Mais je crois que c'est pourtant là, une très belle aventure, d'essayer de laisser l'autre dans sa différence. Et après, il faut aussi dire que c'est intéressant du point de vue du désir. Parce qu'on ne va pas être fasciné par quelqu'un qui fait tout comme nous, qui pense comme soi, qui ressent comme soi. Et le fait de préserver l'altérité, c'est un travail, c'est un beau travail. Et ça veut dire aussi de ne pas vouloir tout comprendre de l'autre, que l'autre continue à m'échapper, de ne pas vouloir le posséder. Et évidemment, c'est effrayant, en fait, le mystère de l'autre. Vous savez, à quoi tu penses, là ? À quoi tu penses ? D'ailleurs, tu as une scène comme ça dans ton livre. Et en fait, je pense à ce que je veux. Déjà, même moi, je ne sais même pas à quoi je pense, en fait. Donc, tu veux que j'arrive à savoir à quoi je pense pour te le traduire en mots, avec en plus le malentendu qui est sur les mots. Et je crois que le mystère effraie les animaux humains que nous sommes. Tous les mystères sont effrayants. Le mystère de la mort, le mystère de la fin de l'amour, le mystère des trous noirs, je ne sais pas si c'est effrayant. Et il faut apprendre à avoir un peu moins peur du mystère. Et à mon avis, on peut... Alors, moi, j'aime pas le mot couple, mais on peut vivre une belle histoire d'amour en apprenant à ne pas avoir peur de ce mystère qui est d'abord effrayant. Mais pourquoi vous n'aimez pas le mot couple ? Si je me réfère, le couple, c'est souvent pas ceux qui le vivent qui le fabriquent, c'est plutôt les autres, c'est-à-dire ou la société ou les autres qui fabriquent un couple finalement. Moi, j'ai l'impression qu'on revient beaucoup médiatiquement sur cette notion de couple, d'un couple, on va dire, sur un schéma classique, patriarcal, un homme, une femme, 2 enfants. Et on revient dessus, on essaye de le déconstruire, mais au final, quand on regarde la jeunesse qui s'installe, qui fait un schéma assez classique, de choisir un partenaire, une maison, des enfants, j'ai l'impression que nous-mêmes, on se met dans cette situation de couple. Attention, je crois que je n'ai pas été clair. En fait, je suis pas en train. J'ai pas du tout dit cassons le couple, cassons la famille classique, le modèle hétéro, patriarcal. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça se joue à rien. La différence est très ténue entre un couple qui est le lieu d'une dissolution des singularités excitantes et un couple qui maintient cette altérité fascinante. Prenons un exemple très concret. Vous allez voir, c'est très concret. Vous avez peut-être des amis qui s'appellent Paul et Virginie Duchemin. Et vous dites, on va dîner chez les Duchemin vendredi. Moi, je dis non. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Parce que si vous allez dîner chez Paul et Virginie, et si à chaque fois vous faites la différence, si à chaque fois, au lieu de laisser l'entité couple dévorer les singularités, vous ouvrez les yeux sur ce qui demeure de l'altérité, en fait, ça va tout changer. C'est pareil quand vous parlez d'un film que vous avez vu au cinéma. Au lieu de dire à vos potes, au Duchemin en l'occurrence, nous on a adoré le film de, je sais pas, le dernier film, peu importe, vous dites, pour des raisons différentes, et vous maintenez l'expérience du deux. Et au fond, en ce sens, c'est presque politique d'ailleurs. Ça veut dire qu'on va faire de l'unité, mais en préservant les différences, et pas en les fondant, et pas en les amalgamant dans quelque chose qui, en fait, comme tu l'as dit très bien, Maria, en général, avale une personne plus que l'autre. Et puis, de toute façon, on s'en lasse.
Et d'ailleurs, c'est aussi une redéfinition du romantisme. Je trouve que les belles rencontres sont des rencontres continuées. C'est le contraire du cliché romantique. On dit voilà, la passion, le désir, et puis c'est fini, et puis on se sépare. Pas du tout. Le romantisme doit être redéfini. Mais comment on fait pour continuer à se rencontrer ? Il faut continuer à s'étonner de la différence de l'autre. Et on n'aura jamais assez d'une vie pour faire le tour de la différence de quelqu'un. C'est grand, une altérité. Ça prend une vie entière. Et c'est une expérience passionnante. Mais pour ça, ça commence par des petits détails. On ne présuppose pas ce que l'autre pense, on n'anticipe pas sur la réponse de l'autre, on ne donne pas des surnoms trop grotesques de réduction possessive. Et en fait, c'est simple, hein, ça se joue à rien. Mais oui, lapin. Non, on n'est pas ensemble. Mais c'est... je suis tout à fait d'accord avec cette idée que le romantisme n'a pas prévu ça. Et ça nous a fait beaucoup de mal. Le romantisme a effectivement érigé la passion en apologie de l'amour, alors que la passion, c'est quelque chose qui peut... C'est l'objet pas de ce livre-là, mais celui d'avant, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de mal. Et que... Il y a d'autres... La passion, c'est jamais que l'amour naissant. Il y a plein d'autres trucs après. Mais... Et c'est drôle parce que le romantisme s'est arrêté à ce qu'on a appelé la cristallisation. Et la fin de l'amour, c'est la décristallisation. C'est-à-dire, la cristallisation, c'est... on voit un être parfait, un peu presque dans un miroir. Il sent bon, il est beau, il est intelligent et tout. Puis à un moment, il se passe quelque chose, on le voit rentrer. Et puis on s'aperçoit que... non, il est pas... Non, il a dit une connerie, mauvaise haleine, il nous plaît... Enfin, voilà. Et cet instant de décristallisation, dans le romantisme, c'est la fin de l'amour. Et en fait, dans le couple, s'il y a couple, c'est quand on dépasse ça. C'est qu'on recristallise après ça. Et il y a des déceptions. Et puis, pour moi, encore une fois, empiriquement, hein, il y a couple quand on parvient à dépasser la déception. Et ça, c'est vraiment... s'il y a une expérience humaine dingue, c'est celle-là. C'est alors sans notion de pardon, de trucs, parce que ça, c'est déjà très... C'est chrétien, c'est orgueilleux aussi. Mais la déception, quelqu'un qui vous a déçu... Donc qui s'est montré dans quelque chose de... Moi, en littérature, ça me passionne, ça. Beaucoup plus que le couple. Ça, on me dit, le couple, c'est une entrée, comme le disait Charles. C'est aussi un phénomène social, le couple. Mais en fait, finalement, c'est en écoutant Charles que je m'aperçois de ça. Ce qui m'intéresse, c'est comment ça dure. Donc ce qui m'intéresse, effectivement, c'est le post-romantisme. Je pense qu'on est tous les deux des auteurs post-romantiques. Oui, enfin, en tout cas, de redéfinition du romantisme. Ce que tu as dit, ça me fait penser à une phrase, tu dois la connaître, je crois qu'elle a résonné dans ta parole, c'est « qui n'a jamais été déçu ne sait pas ce qu'est l'amour ». Non, c'est de qui ? Je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est la même idée. Non, mais c'est la même idée. Ouais. C'est que avec le cliché du romantisme passionnel du 19e siècle, dès qu'il y a déception, il y a décristallisation et c'est fini. Alors qu'en vérité, non. La déception, ça peut être aussi de sortir d'une illusion, sortir d'un leurre et de revenir au réel, au fond. Et vous savez, une autre façon d'entrer dans le débat, c'est qu'est-ce qui nous met en joie ? Qu'est-ce qui nous rend joyeux, vraiment ? Ce qui nous rend joyeux, c'est pas les idées qu'on se fait sur l'amour, hein. C'est la réalité de ce qui est vécu et de ce qui est surprenant. Et si vous regardez concrètement ce qui vous met en joie au quotidien, vous allez voir, c'est toujours du réel. C'est le réel du corps de l'autre, c'est le réel du soleil, c'est le réel du verre de rosé, c'est le réel de la voix de quelqu'un, c'est le réel d'une promenade dans les pins. C'est jamais des idées. Et je pense qu'une belle façon de repenser l'amour et le couple, c'est de partir du réel et d'arrêter de se dire qu'est-ce que doit être le couple. Parce que souvent, ce qui nous empêche de vivre l'amour, c'est qu'on compare insidieusement ce qu'on est en train de vivre, qui parfois est pas mal, quoi, qui a une épaisseur, et on vient le dévaloriser en le comparant à un idéal complètement tyrannique de ce que devrait être le couple, de ce que devrait être une relation amoureuse. Alors évidemment, le réel est toujours perdant contre l'idéal, et c'est pas un duel intéressant. Et donc je propose de partir du réel toujours et de se dire voilà, qu'est-ce qui dans le réel est aimable et qu'est-ce que je peux ajouter pour que ce réel soit encore plus aimable. C'est peut-être un des secrets de la joie, je trouve. Ouais, mais alors ça c'est radical comme méthode, hein, quand on parle parce que il se peut pas que parfois on réponde à cette question en disant rien. Bah ouais. Alors ça non, je sais pas. Non, mais... Je vous propose de faire l'exercice. Non mais dans ce cas, c'est fini et puis voilà. C'est bien. En fait, la fin, l'amour peut finir. Ouais. L'amour peut finir. Et c'est pour ça que c'est fort. C'est comme la vie et la mort.
Mais est-ce que je peux citer encore une fois un petit extrait qui nous amène, pour prolonger un petit peu ce que vous dites, et puis c'est un peu la notion de Dieu, donc la notion de la perfection du couple, c'est-à-dire justement sur l'idéalisation ou sur la réalité. Et si je mets mes lunettes, j'y arriverai mieux. Et Charles Pépin dit: le croyant retrouve dans chaque rencontre son amour de Dieu. Chacune d'elles lui parle de lui. Et lui, elle, majuscule. Elle exprime une part du miracle de cet être sans qui rien ne serait et qui, par sa création et son amour, a rendu la rencontre possible. En l'autre, le croyant reconnaît une créature divine et l'amour qu'il lui porte ou reçoit d'elle, la qualité du lien d'amitié ou de confiance qu'il tisse, deviennent autant de signes d'un amour supérieur. Alors attention, je précise ce que je voulais dire. C'est que c'est une façon de rater l'altérité de l'autre. Je critique l'amour chrétien qui ne voit dans l'autre que le Dieu qui est partout. Et justement, c'est pour dire qu'il vaut peut-être mieux se débarrasser de Dieu et rencontrer l'autre tel quel, quoi. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas là le même problème que peut avoir la religion, c'est-à-dire qu'elle peut, au fond, se pervertir. Ah oui. C'est-à-dire que mais aussi être, disons, une acceptation justement du mystère. Alors, je pense qu'on peut dire, je vais essayer d'être rapide, 3 trucs. D'abord, c'est dangereux d'avoir trop d'absolu. Parce que quand on est déçu, on peut rater la rencontre avec le réel. Ensuite, ce qui est beau dans la religion, c'est quand même la dimension du mystère. Ça, c'est quelque chose que je garde du religieux. Mais je préfère le mystique au religieux, justement, parce que là où le mystique préserve le mystère, le religieux, souvent, donne trop de réponses. Mais surtout, ce que je voulais dire en parlant de la rencontre de Dieu dans le livre, c'est comme la rencontre de l'animal. C'est qu'en fait, et Maria disait tout à l'heure, c'est pas pareil avec la rencontre amicale. En fait, moi, en tant que philosophe, je cherche un invariant. C'est-à-dire quelque chose qui soit commun à toute rencontre. Que ce soit la rencontre d'un ami, d'un amour, ou de Dieu, ou d'un chien, ou d'un paysage, ou d'un tableau. Et à chaque fois, et c'est ça pour moi qui est important, la rencontre, c'est que en entrant en contact, en relation avec ce qui n'est pas moi, et se trouve hors de moi, c'est la condition pour que je me rencontre. Et du coup, a fortiori avec Dieu. Mais c'est ça que je voulais dire en faisant le détour par Dieu. Disons la notion de Dieu. Voilà. En fait, la vraie rencontre, c'est toujours la rencontre de ce qui n'est pas moi, et c'est la condition pour que je me rencontre moi. Alors, on a parlé de la rencontre de l'altérité, mais qui s'accompagne donc d'une écoute pour essayer de comprendre qui est l'autre. Mais parfois, dans une relation de couple, on n'arrive plus à s'écouter, à se voir, à s'entendre. Et donc là, ça brûle, justement, feu. Et qu'est-ce qui se passe ? On remarque dans vos personnages comme une obstination, enfin notamment dans Feu, une obstination amoureuse. C'est-à-dire, il y a cette phrase « Tu veux juste y retourner à l'autre con, comme à la guerre, encore et encore. Je t'entends psalmodier ton texte mal écrit, égoïste et crétin. Ça va marcher, on sera heureux, ça ira, jusqu'à épuisement des batteries. Plus tu perds, plus tu restes, sûr de gagner à la fin, à l'usure. » Alors, il y a un moment où c'est ça, dans une relation où on s'accroche, et plus on s'accroche, plus on maintient le lien. Il y a cette idée de la peur de la fin, peut-être, dont on parlait tout à l'heure. Dans ce personnage-là, il y a, enfin, au moment où elle dit ça, il y a une prescience. Parce que quand on commence à faire ça, c'est qu'on a peur. Et quand on a peur, c'est que l'objet de l'amour, il a soit déjà disparu, soit... donc il faut qu'on se raconte le récit pour deux. Il faut qu'on se raconte le truc, il faut qu'on n'est plus que dans la projection. Donc on revient à l'épreuve du réel dont on parlait, c'est quand on ne peut plus faire l'épreuve du réel. Donc on est obligé d'être dans des injonctions, dans des auto-injonctions, ça va marcher, ça va marcher. Et en plus, parmi tous les conditionnements qu'on nous donne, c'est le couple, c'est du travail. Donc il faut, l'amour, c'est du travail. Il faut s'obstiner, il ne faut pas partir dès la première complication. Ça aussi, ça fait beaucoup de mal parce que ça aveugle. Je dis pas que c'est pas vrai, mais
moi, je me souviens que ça faisait pas dans mon éducation sentimentale, c'était une des consignes les plus importantes. C'était presque comme les études. Ah bah non, mais c'est pas si simple. Faut y aller. Il faut mettre du sien. Voilà, il faut mettre du sien. À tel point que c'était presque une épreuve. Et puis c'était normal de pas. Donc on passait à côté de l'épreuve du réel. Et puis c'était normal de pas avoir des joies tout le temps. Et puis, en tout cas, je sais pas comment c'est pour les générations suivantes, mais en tout cas dans la mienne, c'était très pesant. Et c'est la maturité qui permet de refaire cette épreuve du réel, de les interrogations dont parlait Charles tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de la joie ? Est-ce qu'il y a des moments ensoleillés ? Est-ce qu'il y a des orgasmes ? Est-ce qu'on rit ? Mais rien ne nous prépare, en tout cas dans l'éducation des filles, à se poser ces questions-là. C'est beaucoup plus... Moi, je me souviens que ça se posait beaucoup plus en termes de devoir. Et donc, ces questions du réel, je me les suis posées, mais très, très tard. J'ai totalement déplacé la réponse par rapport à la question. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça me pose une question. Tu crois que l'éducation des jeunes filles de ta génération, et peut-être d'un certain milieu social aussi, à l'amour, parle beaucoup de travail, de concessions, de faire des efforts, que c'est pas facile, mais qu'on n'a pas dit ça aux garçons, tu vois ? J'ai l'impression que c'est pareil. Ça, j'en sais rien, parce que j'étais pas un garçon, mais j'imagine que oui. Après, il y avait une autre dimension aussi dans l'éducation sentimentale des garçons, c'était que c'était pas le même devoir. C'est-à-dire que c'était un autre devoir. En fait, il fallait procéder à l'équilibre des siens, y compris financier. C'était encore une autre injonction, mais qui n'était pas beaucoup plus réjouissante. Je suis tout à fait d'accord. Il fallait bon, t'as beaucoup de travail, t'es pas là, mais il faut faire des cadeaux. Mais j'avais l'impression quand même qu'il y avait plus de choses qui pesaient en termes de prise en charge du couple et de sa durée chez les filles. Ah oui. Oui, on rattachait le matériel à l'homme et la préservation du bien, l'émotionnel. Il y en avait un qui était à femmes. l'intérieur et l'autre qui était à l'extérieur. Et puis, il est bien connu que les femmes parlent davantage. Donc, il y a toute une prise en charge des problèmes émotionnels. Mais ça continue. Je trouve encore que aujourd'hui, par exemple, typiquement dans les couples que j'ai pu constituer, le travail émotionnel, ce que j'appelle le travail émotionnel, c'est-à-dire de comprendre par quoi l'autre est traversé, qu'est-ce qui nous traverse, le mettre en mots, le verbaliser, suggérer de faire telle et telle chose. Le travail émotionnel, c'est toujours moi. Je vois mes copines, c'est un peu pareil. Mais aussi parce que les garçons ne sont pas nécessairement éduqués à la parole, éduqués à voilà, un homme, ça s'empêche, un homme, ça se tait. La dignité chez un homme, c'est le silence, c'est l'économie de mots. Et donc, du coup, on se retrouve avec, dans la verbalisation émotionnelle, avec tout à faire, quoi. Et peut-être que ça change un peu vos lecteurs. Est-ce que vous savez C'est marrant parce que je regardais beaucoup les gens pendant que tu parlais là. Il y a beaucoup d'hommes qui tiquent un peu. Ouais. Mais vos lecteurs, vous savez s'ils sont plus masculins ou féminins ? Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Oui. Vous êtes moitié-moitié, une bonne répartition hommes-femmes présents pour écouter. Alors moi, je peux vous répondre. Ouais, mes lecteurs sont des femmes. Ouais. Et Maria ? C'est vrai. Moi, je rencontre les deux, mais pardon, alors je vais encore faire ma sociologue, mais statistiquement, les lecteurs sont des femmes. Désolé, messieurs. Si vous êtes là, c'est peut-être que vous lisez, mais. Et pour les romans, encore plus que pour les essais. Encore plus pour les romans, ouais. On le sait. Ouais. Donc du coup, je pense que oui. Et c'est Rimbaud, l'amour est à réinventer. On en a vraiment besoin quand on entend ce que tu dis, que ton diagnostic soit vrai à 50% ou 80%, peu importe. C'est sûr que, en fait, pour vivre l'amour, il faut essayer de trouver un chemin étroit, comme ça, entre toutes ces injonctions qui sont autant d'idées de ce que doit être l'amour, de ce que doit être la sécurité, de ce que doit être le partage, la communication, comme on dit. Et effectivement, c'est en ce sens que la société, au fond, elle menace ça en raison de tous ces processus de normalisation. Et simplement, quand on t'entendait critiquer cette espèce de modèle comme ça qu'on inocule aux jeunes, notamment cette idée que l'amour c'est dur, voilà. C'est vrai que c'est déprimant cette idée. Mais comment on fait ? Parce que c'est vrai que parfois c'est dur,
et qu'aujourd'hui la tentation c'est de se séparer dès que c'est dur, et que c'est ce qu'on voit aussi dans les chiffres avec les divorces. Et je pense qu'il y a une façon de sortir de l'idée déprimante, que aimer c'est faire des concessions. Je me souviens, j'avais écrit une nouvelle quand j'avais 16 ans qui s'appelait T'aimer comme un garagiste, voilà, faire des concessions. Et mais que les garagistes le prennent pas mal, c'est un métier que je respecte au plus haut point. Mais oui, mais pardon. Ça répare un garagiste. Oui, justement. Mais ça, c'est au sens noble. Si c'est réparer, c'est beau. Réparer l'enfant blessé, d'accord. Mais la concession, je voulais dire. Et en fait, si on s'intéresse vraiment, je suis désolé de revenir sur ce point, si on s'intéresse vraiment à l'autre, à l'altérité de l'autre, au fait que l'autre est différent, qu'il ne pense pas comme moi, qu'il n'a pas été éduqué comme moi, qu'il n'a pas la même place dans la fratrie que moi par rapport à son histoire familiale, qu'il n'a pas la même blessure abandonnée que moi. Bref, si on s'intéresse à l'autre, ce qui pourrait relever de la concession ou de l'effort pourri, fatigant, va devenir une curiosité. Et ça va devenir facile, en fait. Mais pour ça, il faut vraiment s'intéresser à l'autre. L'autre va devenir fascinant. Et donc, quand on a un rapport fasciné, c'est le début du désir. Ouais. Voilà, et c'est comme ça que ça peut durer, pour reprendre ton souci. C'est que l'amour peut durer et qu'une rencontre peut se continuer. Et c'est vrai que c'est un mot usé, mais la curiosité, si on se risque à la curiosité, au lieu de dire je sais ce que tu penses, et puis voilà, c'est bon, je sais ce que tu vas dire, non, allons voir de près. Et encore une fois, je trouve que ça se joue à rien. Et le souci, la durée, c'est plus qu'un souci. Parce qu'aujourd'hui, notre durée de vie et notre durée de santé s'allonge tellement. De toute façon, il faut vraiment se poser la question. Parce que la dernière personne avec qui on est, on risque d'y être longtemps. Et on va pas avoir... on n'est pas en 14, quoi. Ça va pas s'arrêter à 35 ans avec un départ sur le front vraiment, moi, je trouve que le couple est revitalisé par cette histoire de durée de vie. C'est parce qu'on ne vieillit pas seul. Je trouve que c'est la seule bonne nouvelle de l'allongement de la vie. Je pense que sinon, il n'y a pas trop de... C'est pas passionnant, mais... Ça me permet de vous poser la question sur... on entend beaucoup dans les couples et dans l'amour, et donc le couple, c'est-à-dire la notion de destinée. C'est-à-dire, dès qu'on est jeune, d'ailleurs, à n'importe quel âge, il y a une notion de « Ah, on a rencontré quelqu'un, on était destinés l'un à l'autre ». Il y a une célèbre pièce qui s'appelle Le Dibouk, où il y a deux jeunes gens qui sont destinés l'un à l'autre. Et on cherche à les séparer, et ils sont toujours attirés l'un vers l'autre. Ils ne savent même pas eux-mêmes pourquoi. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur La Bête dans la jungle de Duras, où il y a une destinée. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ça, c'est intéressant que ça intervienne là, parce que c'est ce qui crée l'injonction paradoxale avec l'injonction à l'amour, c'est dur, tout n'est pas donné tout de suite, ça se construit, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a un autre fantasme qui est celui de « il y a quelqu'un pour toi ». Qui est le fantasme de la fusion. Et moi, j'ai l'impression qu'on évolue quand même beaucoup, à mesure qu'on va vers l'âge adulte, entre ces deux injonctions, c'est-à-dire c'est dur, ça se construit, c'est du travail, tout n'est pas donné à la base, et l'âme sœur. Et la destinée, les deux parts qui rejoignent, encore une fois, le paradigme de la fusion. Les deux parts qui vont se rejoindre. Donc, est-ce qu'il faut faire un travail de dingue, ou il faut se barrer tout de suite parce que manifestement mais c'est pas la personne qui... On l'entend souvent ça, mais c'est assez c'est souvent immature, c'est souvent à des états un peu précoces de l'éducation sentimentale où on entend des gens dire mais c'est pas elle, c'est pas celle qui m'était destinée. Et c'est parfois plus qu'une excuse pour rompre. Il y a vraiment des gens pénétrés de cette idée de la personne destinée, alors que ça n'a rien de spirituel. Là aussi, c'est un truc social, parce que effectivement, on préfère que les gens, depuis très longtemps, depuis l'invention de la société, on a remarqué que c'était quand même mieux quand les gens étaient à deux pour la paix sociale. Et que donc, bref, voilà, je te laisse conclure, parce que là, je suis en train de me... Mais ce que vous dites, Charles Berling, c'est la phrase attribuée à Paul Éluard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. D'ailleurs, elle lui est faussement attribuée, il n'a jamais dit ça.
Et c'est intéressant parce que moi, j'imagine ça peut être très intéressant au théâtre. Voilà, cette pièce, le D-Book, je crois qu'elle est très belle et tout. On a presque envie d'y croire. Mais moi, je milite pour le contraire. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a que du hasard. Et il n'y a pas de destin, il n'y a pas de nécessité. Personne ne m'attend, personne ne m'est destiné. Par contre, c'est à moi d'aller le chercher. Et donc toute la question devient, s'il y a du hasard, parce qu'il y a de la rencontre. On retrouve la notion de disponibilité. Voilà, il y a de la rencontre parce qu'il y a du hasard, parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Et si je devais rencontrer cette personne qui m'attendait par la destination, ça se passerait comme prévu au fond. Donc moi, j'aime pas cette idée, je la trouve glaçante et surtout fausse. Et donc pour moi, la vraie question devient, puisque le hasard existe, et d'ailleurs, c'était aussi ma résistance à la psychanalyse. J'ai fait beaucoup d'années de divan et j'ai adoré ça. Ça m'a beaucoup ouvert et ça m'a rendu, franchement, ça m'a rendu moins con, je crois que c'est un bon résumé. Mais honnêtement, là où j'en pouvais plus, c'était sur le fait qu'il n'y a pas de hasard, quoi, que tout relève de l'inconscient, de sa logique destinale. Et là, j'en pouvais plus, quoi. Et en fait, la question devient par rapport à la rencontre, mais si le hasard existe, si la contingence existe, si ce qui est aurait pu ne pas être, qu'est-ce que je fais, quoi, pour aller le chercher, pour aller le provoquer, pour aller le titiller. Et j'ai tout un chapitre comme ça dans mon livre, provoquer le hasard, aller le chercher, faire du hasard son ami, quoi. Donc moi, je préfère cette idée de hasard à l'idée de destin. Quelque part, quand on parle de destinée, quand on parle de couple, ça renverrait presque à l'époque où il y avait des mariages arrangés, où là, il y avait vraiment un destin qui était figé et qui était prédestiné. Et puis peut-être que Maria, sociologue et romancière, va dire bah oui, le destin il est social, quoi. Dans ce cas-là, oui, c'est. Oui, la préécriture, oui, bien sûr. Ça a été. On a tendance à parler de destinée parce qu'on n'en trouve plus la source. Mais le mariage, c'est une invention sociale, une invention pré-Renaissance, quoi. Enfin, c'est. Et alors, une chose sur laquelle on n'est pas venu encore, c'est la question du passé. Du passé de l'autre, de son propre passé, et comment construire avec l'autre en faisant avec ce passé. Je crois que ça vous parle, Charles ? Bah oui, c'est parce que c'est le sujet de mon dernier livre, Vivre avec son passé, et j'essaie de montrer dans ce livre que son passé, ça s'entend en un sens très large, parce que c'est aussi le passé des générations d'avant, de la classe sociale tout entière, et puis c'est aussi, quand on est en couple, le passé de l'autre. Et souvent, je rencontre des gens, d'ailleurs c'est une bonne question que vous pourriez vous poser, que je vous pose d'ailleurs à vous trois aussi, Tiffaine, Charles et Maria. Est-ce que vous êtes jaloux des ex de l'autre ? Moi, je comprends pas en fait, parce pas que, du tout, parce que si j'aime quelqu'un, Dépend à quelle fréquence on les voit. Hein. si j'aime quelqu'un, si vous les voyez tous les jours de façon imprévue chez vous, c'est vrai que c'est bizarre. Mais à part ça, si j'aime quelqu'un, cette personne, elle est le résultat de son histoire. Donc ce qu'elle a vécu avec tous les ex, je dis merci aux ex, parce que si j'aime cette personne comme elle est, c'est grâce à ses histoires avec ses ex, quelles qu'elles soient, qu'elles aient été merveilleuses, sordides, qu'elles soient bien finies, mal finies. Et donc on devrait dire merci aux ex de l'autre, parce qu'ils ont participé du devenir de cette personne magnifique. Au fond, nous ne sommes que la somme de nos histoires. Donc on ne peut pas enlever des histoires. Et donc pour moi, la jalousie rétroactive n'a aucun sens. Mais puisque tu nous posais la question, que nous soyons chacun la somme de nos histoires et de notre trajectoire, oui, bien évidemment. Mais de toute façon, quand tu es jaloux, quand on est jaloux du passé de quelqu'un, en général, c'est qu'on l'aime pas, c'est qu'on aime soi. C'est quand même ça aussi, c'est un sentiment très très symptomatique d'être jaloux de ce que l'autre est ou a été, ou c'est qu'on n'est pas, voilà, pour le coup, on n'est pas sur non. Moi, c'est ce que je pense, mais on vous écoute. Est-ce que vous êtes jaloux des ex ? Jaloux, Charles ? Non, moi je les adore. Ah, voilà. Non, je pense exactement comme vous. Je trouve d'abord la jalousie. Moi, personnellement, dans ma vie, je l'ai vécu très, très fortement une fois et ça m'en a vacciné. Mais vraiment vacciné. J'ai compris que c'était vraiment un sentiment que je n'avais plus envie de fréquenter. Mais alors, comment ça s'est passé ? Vous êtes allé au fond ? Au bout. Et vous êtes tué dit... quelqu'un ?
Et ah oui, et puis là j'ai compris que c'était vraiment... C'était l'enfer. Un enfer dans lequel on se met soi-même en fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est ce que vient de dire Maria exactement, c'est-à-dire ça ne concerne pas la réalité de l'autre. La réalité même de la relation, ça ne concerne plus rien. Je pense que dans la jalousie, on aime sa propre jalousie plus que l'autre. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui tourne tout seul. Donc déjà, à partir de là... Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait une précision sur la méthode pour s'en sortir. J'entends des attentes, là. Se décentrer. Ouais. Vous perdez 10 kilos, vous tapez la tête contre les murs jusqu'à ce que vous compreniez que ce n'est pas nécessaire. Tiffany, on ne vous a pas entendu sur le sujet. Si, ouais. J'ai réagi du tac au tac. Non, c'est un sujet qui... La jalousie... C'est une passion que vous ne pratiquez pas. Non, mais que je ne supporterai pas, de toute façon. Mais alors, si on revient, donc là, on parlait du passé. Ouais. Dans le passé, il y avait aussi la question de la transmission familiale. Et notamment, là, dans vos personnages, on le retrouve, la transmission de la grand-mère, de la mère pour un personnage. Il y a aussi la transmission d'une mère qui vis-à-vis de son fils, ne donne pas accès à ce fils, à l'amour. Alors, je ne sais plus, je cherche la phrase qui est aussi un peu glaçante. Je ne sais pas si je vais la retrouver. C'est la mère de Clément. Ouais. Ah oui. Oui. Qui ne lui permet pas en fait d'accéder à une histoire d'amour, qui n'imagine pas une femme qui n'imagine pas qu'il puisse être aimé parce qu'elle ne l'a pas aimé. Parce qu'elle ne l'a pas aimé. Et à quel point donc justement nos désamours ou amours de nos parents déterminent plus tard notre possibilité d'aimer, d'accepter le couple. Quel est le poids de ce... Alors ça c'est une question que je me pose depuis longtemps, mais j'ai jamais eu la réponse. Il m'a toujours semblé, alors je parle vraiment, je vais très humblement, mais chez les adultes qui ont été aimés enfants, qui ont été ou maternés ou encouragés, donc c'est-à-dire ce sentiment qui donne de l'assurance, notamment qui donne une conscience de sa valeur, il m'a toujours semblé que pour reprendre ce terme d'éducation sentimentale, ils allaient plus vite dans l'éducation sentimentale. Il y avait déjà des acquis, que c'était des gens qui étaient plus disposés à aimer et à se laisser aimer. Si ça se trouve, c'est vraiment un truisme. Il y a plein de gens qui pourraient me dire... mais ça ne veut pas dire que c'est condamné pour les autres. Mais alors, il faut apprendre. C'est vraiment... faut échouer. C'est les vertus de l'échec, Charles Pépin. Mais au début 2011. de votre livre Feu, il y a quelque chose que j'ai trouvé très très réussi littérairement déjà, c'est quand le personnage féminin est en train de se laisser tenter par cette, c'est pas le terme, en train d'être happé par cette passion, et elle a les voix des femmes de sa famille des générations passées, sa mère, sa grand-mère, je crois, même une troisième, peut-être une tante, je sais plus, qui sont mortes et qui lui parlent du fond de la terre, de leur tombe. C'est génial. Et elle donne des injonctions d'un autre temps, de retrait, de pas assumer ce qu'on va. Bref. Et ça, c'est très très fort. C'est très bien fait. Et surtout, ça donne envie de sortir de cette prison. On se dit, mais oui, ok, on le sait qu'il y a cette prison des... Parce que la transmission, c'est pas que de la liberté. C'est d'abord un enfermement. C'est-à-dire qu'on est très fortement conditionné. Et à mon avis, on pourra pas... Il faut pas délirer, il faut pas dire voilà, qu'on va en sortir. Donc comment on fait? Parce qu'on ne va pas en sortir, on est l'enfant de ça. C'est tout le sujet de mon livre, on est l'enfant de cette histoire. On ne peut pas s'inventer en s'arrachant à ça. Mais alors, à mon avis, la solution, et c'est à mon avis ce que tu proposes... La solution, c'est l'autre. Ouais, c'est ce que tu proposes dans le livre. C'est vraiment... Oui, c'est aussi on revient toujours à ça, l'expérience de l'altérité. C'est-à-dire il faut oser la faire. Sinon, on est toujours prisonnier de ses voix, puisque, effectivement, donc ce personnage se trouve face à un phénomène classique dans une vie de femme, c'est-à-dire le désir. Et s'il y a quelque chose qui est diabolisé dans sa vie, depuis, mais même avant même qu'elle sache qu'on lui parle de désir, c'est le désir. C'est toujours mal. C'est toujours mal de mener son désir quelque part quand on est une femme, puisqu'il y a toujours
d'autres choses lui a-t-on dit à s'occuper. Il y a toujours le désir de quelqu'un d'autre, que ce soit un homme, un enfant, une mère, plus intéressant, plus important à protéger. Et puis le désir, c'est la chute. Les cours d'eau, on lui a dit, les cours d'eau, ça descend, ça remonte pas. Et donc, puisque l'image de se laisser aller, comme de prendre la vague, de lâcher prise, enfin toutes ces analogies qu'elle a dans la tête et tout, tout est fait pour que mener son désir quelque part, ou en tout cas l'entendre, il y a immédiatement des alarmes, des warnings dans sa tête. Hop, là c'est là tu vas, où tu vas te retrouver, quoi. C'est voilà. Mais ce qui est très beau dans le livre, sans vouloir trop le spoiler, vous allez l'acheter de toute façon, d'accord. Mais c'est quand même que du coup, je parle de feu là. Comme elle a toutes ces injonctions, en fait, ça vient éclairer son acharnement à croire en son désir dans cette histoire-là. Sauf que le mec est pas prêt, que c'est un tocard, enfin bref. Donc, mais donc c'est beau parce que c'est hyper fort, parce qu'on comprend que en fait, c'est la porte que tu évoquais, elle veut une porte pour s'en sortir. Et ça fait apparaître ce mec-là presque comme un prétexte. Ouais. Parce que du coup, moi, on la voit dans ce programme. Ça aurait pu être un autre mec, en fait. Et d'ailleurs, ça sera pas lui. Ça aurait été mieux. Ça aurait pu... Mais non, mais peut-être qu'il y a des rencontres, mais qui ne servent qu'à, qui n'ont qu'une vertu d'apprentissage, qui ont, encore une fois, vertu de l'échec. Il y a des échecs amoureux qui sont aussi importantes que des réussites amoureuses, parce que leur potentiel d'éclairage sur soi, c'est inouï. Enfin, moi, je les bénis aujourd'hui, mais les portes que je me suis prises, je dis, mais heureusement, parce que ça n'avait qu'une valeur presque universitaire. Il fallait faire le stage, quoi. Juste une remarque par rapport à ce que tu as dit. Quand tu dis, pour en sortir de toutes ces injonctions qui viennent, en l'occurrence dans ton roman Feu, des femmes d'avant... la fille aussi. Oui, bien sûr. La fille, Vera, oui. Mais tu dis, il y a l'autre, mais ça c'est vrai, mais il y a aussi de savoir comment on est héritier, et de se libérer par le degré de conscience, et non pas par le déni, et non pas par l'illusion qu'on n'est pas conditionné, parce que c'est ça l'illusion de la modernité. C'est l'illusion de c'est du passé, je ne m'intéresse pas à ça, je vais de l'avant. Eh ben non, on va se reprendre un effet rebond, on va dans le mur, dans la porte. Alors qu'en fait, plus je sais combien je suis conditionné, plus j'ai une possibilité de m'en libérer paradoxalement. Oui, et pour ça, il faut faire des thérapies, de la psychanalyse, s'interroger, interroger les générations d'avant, faire des enquêtes familiales. C'est un boulot, quoi. Et si on ne le fait pas, on croit qu'on est libre parce que voilà, et en fait, on est esclave, on est déterminé parce qu'on ne sait pas. Et l'idée, c'est de monter en conscience et d'avoir une liberté déjà avant même la rencontre de l'altérité, par la puissance de cette montée en conscience. Vous parlez dans Vivre avec son passé de la géniale intuition d'Henri Bergson. Oui. Voilà, début XXe siècle. La mémoire servirait moins à conserver le passé qu'à se projeter dans l'avenir. Tout à fait. C'est même corroboré par les neurosciences d'aujourd'hui. Voilà, sachez que votre mémoire, elle n'a pas du tout pour fonction de conserver les souvenirs du passé. Elle a pour fonction, à partir de ces souvenirs du passé, de faire des inférences statistiques sur ce qui va se passer demain. Bref, elle est dirigée vers l'avenir. Mais pour ça, il faut quand même qu'on sache ce qu'il y a dans ce passé. Et encore une fois, plus on va savoir combien on est un héritier, plus on va pouvoir être fondateur de l'avenir. Alors, en parlant d'avenir et de la suite, peut-être on peut, Charles, on peut passer des questions au public. Alors, juste en précisant, peut-être quand on va vous passer le micro, de bien attendre que le micro soit présent, puisque la rencontre est enregistrée, et sinon nous n'aurons pas votre question. Charles, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je voulais dire que on terminera avec un petit extrait de la fin de Western, que j'aurai le plaisir de vous lire. Alors oui, une question, le micro arrive. Merci beaucoup pour vos interventions, c'était très intéressant. Alors ma question, je voulais vous faire une hypothèse, vous suggérer une hypothèse, parce qu'on n'a pas été jusque-là.
Vous avez parlé un peu de l'évolution aussi du couple. Je pense qu'on n'est pas complètement sorti du bovarisme, hein, qui est un peu débordé sur le XXe siècle, mais on a fait un travail sur soi, on s'est débarrassé de son ego. Vous n'avez pas utilisé le mot d'attachement, mais peut-être aussi que vous en avez parlé quand même entre les lignes. On s'est aussi débarrassé un peu peut-être de l'attachement. Et l'étape suivante peut-être, et certains peut-être l'envisagent déjà, hein, de la nouvelle génération, c'est est-ce qu'il ne faut pas sortir du couple ? Est-ce qu'on ne peut pas vivre autrement, faire l'expérience de l'altérité en dehors du couple ? On rencontre quelqu'un, on est dans l'altérité, à condition d'être ouvert, bien entendu, etc. Mais est-ce qu'il faut vraiment former le couple ? Vous avez dit que le mariage était une invention récente, le couple tel qu'il existe aujourd'hui aussi. Et donc ma question, c'est est-ce que, si on se projette encore un peu plus loin, il ne faut pas aller dans une société qui se débarrasse un petit peu du poids ? Alors, merci pour votre question. Pour moi, il y a plein d'éléments de réponse. Tout dépend dans presque, j'ai envie de dire, dans quelle discipline on se place pour répondre à la question. Si je vous réponds, moi, à partir de moi, Maria Pourchet, je ne peux pas vivre autrement. Voilà, tout dépend de sa structure psychique. J'ai essayé. Il n'y a pas d'autre formation qui m'intéresse que le couple parce que ça me stimule intellectuellement, l'attachement pour moi c'est une très belle notion, effectivement on n'en parle pas, parce que c'est un mot polyphonique, il y a des gens qui trouvent ça, pour qui ça évoque la soumission. Pour moi l'attachement, c'est-à-dire c'est ce qui vient justement après la décristallisation, après le fait d'être attaché, voilà. Pour moi c'est très beau ça. Et le pire c'est d'être attaché sans aimer, mais ça je le souhaite à personne. Après, aller dans une société sans le couple, encore une fois, il y a des structures psychiques qui ne peuvent pas faire avec le couple, et il y a plein de raisons. Quand Charles... je peux raconter une anecdote en même temps un peu personnelle. Moi, j'ai mis du temps à savoir être en couple, même en colocation ça marchait pas, même avec quand j'étais en fac j'habitais avec quelqu'un, je dégageais, les couples ça marchait vraiment pas, très vite j'avais des allergies, alors que j'avais toute une part de moi qui n'aspirait que à ça, mais même au-delà du conditionnement. Et puis exemple, voilà, un jour j'apprends que je fais une séance de psy, je crois, en l'occurrence c'était de la kinésiologie, mais bon, on s'en fiche, c'est pas le propos. Et j'apprends que je viens d'une grossesse gémellaire. Et voilà, ça c'est un élément qui a été déterminant pour moi, parce qu'une grossesse gémellaire qui n'a pas abouti, ça veut dire que in utero, on vit avec quelqu'un, avec une autre entité, et puis qui décède, donc, et le fœtus continue à se développer à côté d'un autre fœtus mort, et il est obligé de le dégager parce que ça acidifie le bain utérin, tout ça. Et on m'a expliqué tout ça, et ça a libéré quelque chose. Alors pas tout, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'incapacité à être en couple, il y a peut-être en couple à tous les niveaux, amitié, amour, pour moi, vraiment, c'est très personnel. Il me semble que c'est un stade de ce qu'on appelle le processus d'individuation, apprendre à être soi au sein des autres. C'est un stade, mais que le couple est un stade supérieur encore. Et que supérieur parce que ça stimule, parce que l'autre nous tend un miroir dans lequel on a parfois envie de se regarder, parfois pas. Voilà. Il n'y a pas plus intéressant, je trouve, pour évoluer. Alors je ne parle pas, bien sûr, je mets de côté tous les couples toxiques, tous les couples fondés sur des relations dominant-dominé, voilà, mais le couple comme, j'aime pas ce mot, mais comme idéal ou comme accomplissement, il me semble, encore une fois, quel que soit le couple, il me semble que c'est quand même très intéressant à chercher. Voilà. Et si je vous répondais du point de vue de la sociologie, de la sociologie, ce qu'on appelle la sociologie statistique, démographique et tout, on s'aperçoit que le couple, c'est une variable très importante dans la santé, dans l'évolution professionnelle, dans l'équilibre, etc. Donc, moi, comme ça, s'il fallait choisir un camp, je militerais plus pour les formations de vie commune.
Voilà, 2 ou 3, ou enfin voilà, mais en tout cas des. Ça vous va? D'autres questions derrière? Si certains parmi vous fuient le couple, n'hésitez pas à intervenir. En plus, moi, ça me fascine les gens qui aiment être seuls, qui aiment vivre seuls. J'ai toujours envie de comprendre pourquoi, en fait. Parce que ça me paraît hors d'atteinte, comme ça me paraît être une force aussi. Donc, et comme elle m'est complètement étrangère, moi, j'adore qu'on me raconte ça aussi. Bonsoir. Merci pour vos réponses. L'autre jour, j'ai croisé une interview de Jacques Brel. Et la journaliste lui disait « Vous avez donné une très belle définition de l'amour. » Du coup, c'est couple, amour. Et il disait « Oui, je pense qu'on sait qu'on est amoureux quand on peut tomber malade. » Donc du coup, il disait « Oui, je trouve que c'est magnifique. Et oui, c'est se savoir que quoi qu'il arrive, il y aura quelqu'un. » Et je connais pas mal de gens qui sont en couple depuis longtemps maintenant. Aux Libertés, on a d'ailleurs une exposition qui montre des couples qui battent des records aujourd'hui, vu qu'on est une civilisation vieillissante. Et il y a des couples qui n'ont jamais duré aussi longtemps. Et on sent bien que ce qui les a reliés jusque-là, c'est le soutien. Donc aujourd'hui, on est dans une société où on se rend compte qu'on consomme les rencontres et justement à la moindre difficulté, on peut s'échapper parce qu'on est peut-être de plus en plus nombreux ou qu'il y a de plus en plus de canaux de rencontres et on dévalorise cette rencontre-là à la moindre difficulté. Donc c'est quoi le chemin? C'est l'altérité. Au-dessus de tout, ou, comme vous dites, Maria, plutôt s'accrocher à ses valeurs fondatrices. Mais on en est où, en fait, de tout ça? J'ai envie de répondre que le chemin, là, ça serait le contraire du libéralisme, du capitalisme libéral en amour. C'est ça qu'il ne faut pas appliquer. Parce que ce qui fait qu'on consomme vite, qu'on arrête vite, c'est qu'il y a un hyper-choix, il y a une hyper-offre, que tout est organisé pour que le marché de l'offre et de la demande se rencontrent. Et que finalement, on est dans une société où on ne se doit plus rien. Déjà dans la société de ma grand-mère, au moins les hommes devaient aux femmes de les épouser, de les aider matériellement. Donc c'est très bien qu'on soit au-delà de ça. Mais aujourd'hui, on est dans un... Plus personne ne se doit rien. Parfois, il y a des gens qui se séparent sans rien se dire. C'est comme si on se devait même plus de mots, puisque on peut avoir accès à autre chose, à un autre bien plus valorisé, qui nous valorise davantage. Donc c'est ça que j'appelle c'est là que la culture capitaliste libérale a imprimé les rapports amoureux. Et que en revanche, ce qu'elle crée, c'est effectivement des solitudes, puisque ça ne peut pas produire de l'attachement et du soutien. Ça ne peut pas produire une solidarité. Et je ne connaissais pas cette phrase, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que c'est même une question qu'on se pose à un moment où un couple ne va pas. C'est se dire... mais il va se passer quoi si je vais être malade? Si vraiment je suis très malade, si je ferai une dépression, si j'ai un cancer, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle qui va savoir ou qui va être là? Et parfois, la réponse peut être vraiment un abîme. Elle peut vraiment être absolument effrayante. Et parfois, elle peut être extraordinairement réconfortante. Et c'est fou, mais c'est la vraie question. Donc je ne sais pas si je réponds à c'est quoi la solution, mais en tout cas, je pense que là, dans les rencontres et dans l'amour, la solution, c'est le référentiel capitaliste libéral. Il faut, comme à plein d'endroits d'ailleurs, il faut la culture par exemple, il faut peut-être s'en débarrasser. Ouais. Mais j'ajouterais une chose quand même, parce que vous avez semblé opposer cet idéal de l'amour, du soutien au moment où l'autre est fragile et vulnérable, avec le modèle de l'expérience, de la fascination pour l'altérité. D'abord, ça peut aller ensemble. L'un n'exclut pas l'autre. Et puis, pour ces deux raisons aussi, on s'oppose au modèle du capitalisme libéral. Parce que de la même manière qu'on est sorti du consumérisme quand on prend soin sur la durée de quelqu'un qui devient fragile,
quand on s'émerveille de l'altérité de quelqu'un à l'échelle d'une vie entière, on est aussi sorti d'une logique de production de nouveaux désirs permanente qui est celle du capitalisme. Donc je crois que les deux logiques peuvent aller ensemble. Alors vous avez peut-être lu le livre de François Bégodeau qui s'appelle « De l'amour » et qui raconte l'histoire d'un couple sur 40 ans, justement. Un livre très court. En 60 pages ou 90 pages, je sais. L'amour, ouais. Et justement, ou l'amour, pardon. Et il veut montrer ce que vous dites. C'est qu'ils n'ont pas l'air d'être très dans la passion amoureuse. Il n'y a pas beaucoup de métaphysique de l'amour. Il y a pas beaucoup de... Et pourtant, ils s'aiment sur la durée. Et puis à la fin, ils sont là l'un pour l'autre. Mais je me méfierais de cette idée que ça exclurait la fascination pour l'autre. Je pense que ça n'exclut pas ça, et ça peut aller très bien ensemble, justement. Et d'ailleurs, probablement que sur la durée, quand on a été capable de s'intéresser vraiment à l'autre, ça nourrit un lien qui fait qu'on va être davantage présent pour l'autre quand il est fragile. Donc je pense que ça ne s'oppose pas. Il y a aussi un couple, Déliette Abécassis, qu'on a accueilli il y a un mois, qui, pareil, revient sur une vie de couple à rebours. Pour le coup, on commence par la fin et on arrive au début, et que je vous invite à lire. Et puis moi, je pense aussi à un film qui est très loin du film d'une histoire d'amour classique. Et on est très loin de la comédie romantique, mais qui, pour moi, est un très grand film d'amour, et qui s'appelle Amour, de Haneke. Bah oui. Voilà, parce qu'effectivement, il y a cette notion de la fin aussi. Et j'aurais presque envie d'ajouter, Madame en jaune, que justement, dans l'énigme de l'autre, que je mets une vie entière à explorer, il y a aussi que l'autre, devenant extrêmement vulnérable, montre aussi encore d'autres choses de lui. Et que donc ça fait partie de la même logique, au fond. J'irais presque juste à dire que si on a été curieux de l'autre, on risque plus d'être là quand il va avoir vraiment besoin de nous, justement. Alors que l'idée de Bégodeau que je critique, c'est il a l'air de dire que voilà, c'est un livre sur les classes très moyennes, et pour moi, il y a un peu de condescendance dans son ton, et en fait, il laisse entendre qu'il n'y a pas besoin que le prosaïque, la quotidienneté suffit à faire une belle histoire d'amour, comme si l'un excluait l'autre et qu'on ne pouvait pas avoir d'émerveillement, d'élan spirituel à partir du moment où on était simplement dans la longue durée. Je ne suis pas d'accord avec ça. Bonsoir. Pardon. Merci pour cette rencontre et l'expérience qu'on vit ce soir. Tout à l'heure, vous avez développé la notion que la rencontre nourrissait le deux. Moi, personnellement, je considère qu'il y a une troisième notion qui se crée avec la relation à deux, c'est la rencontre, c'est la relation justement. Oui, et de nourrir cette relation, ça crée un espace à trois pieds qui est le plus équilibré possible. C'est celui qui tient qui est pas bancal. À 2, ça tombe, à 4, c'est bancal, à 3, ça tient. Et en fait, cette relation, c'est tout l'objet de la relation qu'on peut appeler couple ou la rencontre. C'est que les deux se nourrissent eux-mêmes, mais nourrissent eux-mêmes la relation, et la relation les nourrit en retour. Je suis tout à fait d'accord, et vous avez bien raison, c'est le mot qui manquait, la relation. Et d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse sur la philosophie de la rencontre, pour que vous voyez à quel point je suis d'accord avec vous. C'est qu'en fait, il y a des philosophes qui pensent la rencontre comme étant, notamment François Julien, comme étant, qui est sinologue aussi, la rencontre d'une altérité qui est tellement autre qu'au fond, elle m'éblouit par son altérité et que je ne sais même pas quoi en faire. Je suis dessaisi comme ça et je ne suis plus moi-même et je ne sais pas quoi en faire. Et pour François Julien, c'est ça la vraie rencontre. Et donc pour lui, dès lors que ça se mute, que ça mue en relation, c'est la fin de la rencontre. Moi, je pense, comme vous l'avez compris, le contraire, que la rencontre se continue en relation, comme vous le dites très bien. Et qu'effectivement, il y a un moment où on reste deux, mais entre nous, il y a une relation. Et c'est souvent ça qui est intéressant dans l'aventure humaine. C'est pas toi et moi, c'est entre toi et moi, qu'est-ce qu'il y a. D'ailleurs, je sais pas, c'est le cas de toutes les aventures collectives. Même, je sais pas, même une équipe de foot. Regardez ce que le PSG n'arrive pas à faire. Ils additionnent les meilleurs et ça fait toujours pas une belle équipe parce qu'il n'y a pas de bonne relation. Et Michel Serres disait, une belle équipe de foot, c'est une qualité de relation au fond. C'est la possession de balle, c'est une qualité de passe. Et les passes étant les relations. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais par contre, il ne faut pas croire que parce qu'il y a relation, il n'y a plus éblouissement devant les singularités. La relation, elle est entre deux points qui continuent à briller comme deux étoiles. Et le côté émouvant de la vie aussi, puisque quand on se rencontre à 20 ans et jusqu'à 60-70 ans, on le voit justement dans un couple ou dans de l'amour, il se passe beaucoup de choses entre-temps et beaucoup d'évolutions individuelles qui amènent à... Et puis la relation évolue. Voilà. Vous savez, je trouve que le plus grand danger dans la vie, c'est la phrase « on ne change pas un mélange qui gagne ». On ne change pas une recette qui marche. En fait, c'est totalement faux. Dans toutes les grandes aventures qui marchent, on n'arrête pas de changer la recette. Et d'ailleurs, c'est pareil pour l'éducation des enfants. Si vous avez un truc qui marche sur votre ado avec son portable à 11 ans, ça ne marchera pas quand il aura 14 ans. Et il faudra s'adapter et avoir un sens créatif de l'adaptation. Et c'est exactement pareil avec la relation amoureuse. Elle est tout le temps en train de muter, au fond. Et tant mieux. Et si on accepte de concevoir que la réussite du couple implique la notion de concession, est-ce que pour vous, l'art de la concession est un enrichissement ou un appauvrissement de la personnalité ? Alors oui et non. La remarque, tout dépend. Ce qui est déterminant, je pense que c'est l'intention derrière cette concession. À l'échelle d'une vie, on s'aperçoit que, moi, il m'est arrivé de faire des concessions plein, mais pour de mauvaises raisons, pour qu'on me foute la paix, parce que ça m'arrangeait que ça dure, ou que voilà. Et puis, en fait, c'est des concessions très mal vécues, finalement, très mal métabolisées par celui qui les fait, et puis qui nourrissent un truc, une sorte de maladie, puis qu'à un moment, puis quand ça pète bien, et puis on aurait mieux fait peut-être de ne pas aller faire les concessions. Et aujourd'hui, quand je fais des concessions, toujours, je reviens à cette histoire d'âge sentimental, quand je fais des concessions, je sais vraiment pourquoi je les fais. Et je sais que je les fais aussi parce que c'est ce truc des AA, accepte, la force d'accepter ce qui ne peut pas changer. Je le fais là-dessus. Je sais que de toute façon, soit je fais une concession, soit je me prends le mur. Parce que, en général, quand on doit faire une concession, c'est que, quand il y a dans l'amour, c'est qu'on touche à l'endroit où l'autre, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas bouger. Et ça arrive, on n'est pas des êtres en perpétuelle métamorphose. Et ça, mais je vous dis ça avec beaucoup de réserve, parce que je le découvre, ce truc. Parce que sinon, toutes les concessions que j'ai faites avant, c'était vraiment pour ce qu'on appelle la paix des ménages. C'était, ouais, ok, ça passe, ok, je suis la plus cool, je suis la plus facile à vivre, je suis la plus gentille, donc je vais... Et puis c'est mon rôle, et puis voilà, et puis je comprends mieux parce que je suis une fille, donc... et puis à un moment, c'est vraiment la voie du désamour. Hein. Donc, et voilà, donc en résumé, vraiment, l'intention à l'origine de la concession, faut s'interroger dessus. Oui, donc on peut faire des concessions. Ah bien sûr, bien sûr. Perdre des plumes. Ah bah bien sûr, ah oui. Enfin, vous avez l'air d'y tenir quand même à ces concessions. Madame en a fait. En tout cas, sans oubli de soi quand même. Tout à fait. Voilà, sans oubli de soi, sans reniement, sans reniement sur l'essentiel. Et par amour. On le sait, ça. On le sait. Voilà. Les concessions. Moi, je crois qu'une femme sait toujours les. Alors, je dis une femme, pas pour opposer les genres, parce que je déteste cette dialectique, mais parce que je parle depuis mon expérience. On sait toujours les concessions qui nous dégradent. On le sait. Même si on le dit pas, on le sait toujours. Et on sait celles qui nous augmentent, pour reprendre votre expression, et celles qui font de nous des êtres dignes et matures, et celles qui nous abîment quelque part, ou dans le féminin, ou ailleurs, on le saura toujours. Il faudrait peut-être trouver un autre mot, d'ailleurs. Que concession. Ouais. Pour dire ça. Don, peut-être un don. Ouais, voilà. Générosité. Quelque chose de généreux. Mais je trouve que le mot est moche quand même. Concession, c'est... Une adaptation. Ouais. Une adaptation. Ouais, voilà. La souplesse, une souplesse de chat. Mais ça demande déjà une bonne maturité. Ouais. D'ailleurs, vous voyez, la concession, on a l'impression que c'est dur, c'est forcé, c'est mécanique. Boum, ok, je laisse passer un truc. La souplesse, c'est...
Non, mais l'adaptation, c'est bien aussi. Ouais. Qui a dit adaptation? C'est Tiphaine. Et parce que je repensais aux origines du couple. L'adaptation, c'est le darwinisme. Et Darwin explique que dans le darwinisme, il y a la capacité à s'associer. Ouais. À quelqu'un qui vous potentialise, il y a parfois quelqu'un qui vous protège, selon les environnements et selon les étapes de l'existence. Donc c'est très... Et d'autant que dans le darwinisme, contrairement au cliché, il y a beaucoup d'entraide. Oui. Et donc ça va avec ça. Il y a beaucoup d'associations. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a encore... Oui. Oui, j'appuie sur le bouton. J'ai beaucoup Levez apprécié... la main peut-être pour qu'on vous identifie, parce que vous êtes nombreux. Patrick Calin. Merci. J'ai beaucoup apprécié l'introduction de Charles Pépin sur les 524, je crois, critères, ou 42, qu'importe, parce que de toute façon, ce n'est pas le nombre, j'ai bien compris, mais c'est le fait que ces caractères soient figés à un certain moment de notre vie, mais ensuite ils sont évolutifs. Et je crois qu'on ne peut vraiment être heureux, et c'est le but de la vie, c'est finalement d'avoir passé une vie à être heureux. Heureux, je ne parle pas financièrement, je ne parle pas sur le plan de relation, d'avoir des états d'amis, d'être brillant, d'être le premier de la classe, mais c'est d'être bien dans son être. Et ce bien-être, finalement, ne nécessite pas nécessairement d'être en couple. Si on est vraiment bien, on se sent vraiment bien, mais on sait qu'on évolue. Et que l'intérêt d'un autre avec qui partager, c'est en très grande partie le fait de pouvoir trouver également l'occasion d'évoluer, de réfléchir à travers l'identité de l'autre. Donc il me semble qu'un couple parfait, c'est pas le couple effectivement qui sera pérenne, qui sera durable et qui sera l'exemple, mais que ça peut être quelque chose tout simplement de l'ouverture à quelqu'un qui existe et qui est intéressant, parce que j'ai fait cette rencontre et dans le cours de cette rencontre, j'ai découvert la capacité de communiquer et d'aller plus loin dans mon moi et de me remettre en question sur beaucoup de points. Et surtout, de pouvoir peut-être apporter à cet autre quelque chose de mon moi que je veux lui transmettre. Donc je vois dans l'intérêt du couple, en fait, l'intérêt de donner, non pas de recevoir. Ça peut paraître contradictoire par rapport à ce que je viens de dire, mais je veux dire de donner en se disant, oui, cet autre, manifestement, je dois pouvoir lui apporter et lui communiquer une partie de moi. Mais en même temps, il va probablement me permettre de me remettre en question sur certains points, et moi aussi d'évoluer et d'être encore plus heureux. Et que donc c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, et après une certaine expérience de vie, m'amène à penser que le bonheur ne peut exister effectivement que si on est capable de se remettre en question, d'échanger et de recevoir de l'autre. Bravo, vous avez raison. On ne sait pas quoi ajouter, mais comme ça se fait dans les deux sens, on donne et on reçoit de toute façon. Alors le temps avance un peu, mais est-ce qu'il y a une dernière question ? Alors tout à l'heure, on parlait de... Vous disiez que dans les rencontres, il y avait une histoire de âme sœur ou pas, ou une recherche, un travail. Et moi, je voudrais dire que dans les rencontres, en fait, il y a surtout une histoire de moment. C'est-à-dire qu'on peut croiser une personne dans un moment où les deux ne sont pas aptes à pas disposés à se rencontrer et il ne se passe rien. Et on peut croiser la même personne plus tard dans un moment où, enfin la même personne ou une autre, mais c'est avant tout une histoire de moment, quoi. Si chacun y est disposé, la rencontre se fait. Et si un des deux n'est pas disposé, la rencontre ne se fait pas alors qu'il peut y avoir une attirance. Donc voilà. Mais quand vous dites ça, alors ça rejoint la notion de disponibilité dont on parlait. Et effectivement, il faut qu'elle soit partagée. Mais est-ce que ça ne rejoint pas un peu l'idée de destin quand vous dites il faut qu'il y ait un moment c'est comme si le rendez-vous, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Comme si le rendez-vous était quelque chose... de préécrit, non ? J'ai pas compris. Tout à fait. Non, tout à fait, oui. Très bien, merci. Ça, moi, l'histoire du rendez-vous, j'y crois pas plus que ça. Mais je crois que le moment intervient quand chacun... Enfin, ce qu'on appelle la belle rencontre, voilà, c'est la bonne, celle qui va durer, etc., si on veut que ça dure, parce qu'il y a des belles rencontres qui durent 3 mois, mais qui ont un potentiel pédagogique énorme. Moi, j'ai eu des très belles rencontres très courtes.
le moment arrive où chacun est à un endroit de sa trajectoire où il a besoin de ce qui arrive en face de lui. Mais ça c'est encore le hasard qui le produit. Et c'est le hasard où... Cela dit, je pense que quand on est disponible, on émet quelque chose. On émet de la même façon qu'on voit quand les gens sont amoureux, on perçoit aussi, alors est-ce que c'est chimique, est-ce que c'est biologique, mais on perçoit quand quelqu'un est disponible ou que... Alors c'est pas conscient, mais c'est un 5e langage en fait. Et du coup on s'appelle. Mais je crois que c'est beaucoup plus animal que mystique. Ouais, c'est même pas de l'odorat, c'est de la chimie. Ouais, ça peut, ouais, vraiment. Mais en tout cas, c'est multifactoriel. Mais la chimie, moi, je crois vraiment à tout ce qui est dosage hormonaux là-dedans. Et on est avant d'être civilisé, d'écrire des romans sur l'amour, on est des animaux. Et donc, mais pas au sens de la belle sauvagerie. Hein. Dire des animaux, ça ne veut pas dire qu'on est des brutes. Hein. On respecte beaucoup plus les animaux. Mais voilà, on émet quelque chose de l'ordre du sensible et pas de l'intellectuellement intelligible, qui fait que la rencontre va se produire. Ça vraiment, qu'elle va être facilitée. Ça, j'en suis sûre, qui fait que je me dis, je sais pas, si on pouvait voir les couleurs, si on pouvait matérialiser parce qu'il y a des phénomènes physiques qu'on ne voit pas à l'œuvre dans les rencontres, ça, j'en suis absolument sûre. Mais si on pouvait les voir, ça répondrait à votre question, peut-être. Ouais, très bien. Et votre question, elle montre aussi qu'on peut croiser quelqu'un sans le rencontrer. Et souvent, même parfois, dans les belles histoires d'amitié, on croise quelqu'un souvent, et puis un jour, la rencontre se fait. Alors la question que vous posez, là, c'est pourquoi ? Alors on a une proposition un peu matérialiste avec Maria Pourchet, puis vous avez l'air d'accord. Pas moi. Ça se trouve, c'est spirituel, mais ça se manifeste, ça se traduit par des hormones, des phéromones, mais après, vous voyez, dès qu'on s'intéresse aux manifestations chimiques comme ça qui se passent dans le cerveau... J'excluais pas la variable spirituelle. Voilà, c'est ça. Parce que si on parle aux spécialistes des neurosciences, par exemple, et qu'on leur dit que pour aller vite, mais à chaque fois que ça se manifeste comme ça, là, le coup de foudre, le désir, avec la chimie du cerveau, est-ce que vous connaissez assez bien le cerveau pour dire qu'il y a là une cause, ou alors une conséquence, ou alors une manifestation simultanée? Ils répondent tous, on n'en sait rien. Donc si vous voulez continuer à croire en l'esprit, c'est possible. Alors, Non, mais on parlait de chimie et de rencontres, et là tu vas nous lire quelques lignes qui parlent de ça, je crois, justement, d'une... Oui, tout à fait. C'est pour... Chimie réussie. Absolument. Alors, avant de vous lire les 2 dernières pages du roman western de Maria, maintenant, je voulais vous conseiller, demain, je vais parler de La Bête dans la jungle, parce que ici, je fais un clin d'œil à Bérengère Varluzel et à Michel O qui sont là et qui jouent demain La Bête dans la jungle. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, c'est à l'Espace des Arts au Pradé, et c'est à 20h30. Donc voilà, je vous le conseille vivement. C'est un très très beau texte de Marguerite Duras, La Bête dans la jungle, et on est totalement dans le sujet du couple. Voilà, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas le texte de Marguerite Duras, il est tiré d'une nouvelle d'Henry James qui est très belle aussi, et où c'est une histoire c'est l'histoire de ce couple précisément. Voilà, j'en ai fini pour cette petite promotion pour l'Espace des Arts, et maintenant je vous lis, toujours en rebaissant mes lunettes, Maria. Pour leur nuit, il ne s'agit pas de trouver d'autres images, d'autres métaphores à usage unique pour dire l'exception d'une rencontre, parce que précisément, ce qui se passe entre Aurore et Alexis arrive souvent, arrive à chaque fois que des corps sourds, pris une seule fois dans le noir, se retrouvent pour se connaître à l'intérieur d'une histoire naissante. Cet événement-là est très courant. Il advient 100 fois par heure, au bord de la route, dans les chambres, des bagnoles en plein air. L'amour est endémique, il repousse n'importe où. On ne dit qu'il est rare que par bonté pour les manants et les secs, pour ceux qui n'ont rien sous la peau. En vérité, il est partout, explosif ou rampant. Les incendies, c'est lui. La fin du monde, c'est lui.
Aurore et Alexis se connaissent déjà, oui, mais ça ne compte pas. Voir, ça les éloigne. Ce précédent de juin, à présent que le récit a commencé, leur apparaît, à elle surtout, un rite brutal. Peut-être lui a-t-elle fait mal la première fois. À se faire encaisser au corps à corps le contraire de l'amour, parfois on se fait mal. En le précipitant d'un geste dans son sexe comme s'il n'était pas là, comme si c'était personne, peut-être sans le savoir, l'a-t-elle atteint quelque part de sacré, en quelque endroit qu'il gardait pour lui. On ne sait jamais ce qu'on souille quand on avance sans regarder. Ils ne savent pas s'ils ne sont pas déjà victimes l'un de l'autre, ni ce qui va commencer. La réparation, la répétition ou vraiment l'amour. Ils sont timides et tendres. Ils aimeraient dire un mot pour commencer à occuper leurs membres et la nuit devant eux, mais rien. La langue ne veut plus se laisser faire. Une éternité qu'ils parlent. Il faut que quelque chose d'enfin inculte, du moins plus odorant, plus texturé, prenne le relais des mots. Le regard ? Bien, le regard. Il n'a pas beaucoup servi après tout. Elle et lui se regardent. Et, Alexis du moins, on ne l'a jamais regardé comme ça. Il n'y a ni question, ni attente, ni supplique dans les yeux d'Aurore. Ce sont des yeux pour voir à travers, point. Elle l'embrasse, là où elle peut, et puis à la naissance du cou, et vers la nuque. Elle cherche quelque chose, une preuve. À la racine des cheveux, quand ils aiment, les hommes laissent échapper l'odeur d'une increvable et renversante adolescence. Tous. Au début, l'odeur est douce. Après l'amour, elle est enivrante et disparaît. Aurore est sûre qu'un jour, un fou, un Médicis, en a fait un parfum et qu'elle n'est pas toute seule à chavirer. Ça sent la terre, le sucre et la sueur. Et bref, c'est ce qu'elle cherche pour commencer. Je la trouve, l'adolescence d'Alexis qui me cueille, qui me pique et vient m'atteindre directement aux poumons et aux yeux. Éclats, petits orages. Je sais bien que ce choc me prépare à chaque fois à vouloir pour plus tard dans mes bras des hommes de plus en plus jeunes, des vrais fils, pas des anciens garçons. Il parvient pour moi, maintenant, à devenir les deux. Lui aussi doit chercher un parfum dans la vasque qui se creuse à la gorge, d'où partent les clavicules et où scintille ma médaille. Et puis, il pose à plat, plusieurs fois, ses mains sur les pleins de ma chair, le ventre, la gorge encore, les joues, les hanches, et en remuant les lèvres, ne dit pas quelque chose. Ce sont des mots inaudibles et très beaux. Puis, s'étreindre, se rejoindre, attache après attache, épaule, coude, poignet, et puis épaule, hanche, et puis front, clavicule, ventre, cuisse, sexe, ébahi. Cela dure longtemps, des sommeils courts entre les éveils pour s'y reprendre, des bains, du vin, ébahi, de l'ancien verbe bailler, bailler, de l'ancien verbe bailler, ouvrir. Les muscles, les bouches d'abord, et puis tous les noirs du corps, puisque tout s'ouvre, que je ne sais pas quand il part, que j'ai cette envie presque mortelle d'absolue confusion des épidermes et des idées, que je veux qu'ils me prennent partout, partout où les pleins adhèrent aux parois d'un vide, pour qu'ils n'existent plus. La bouche, le ventre et mon cul dont je me souviens, avec un orgueil de fille qu'il est joli. Dans ces bras-là, c'est simple, je suis plus belle qu'avant. Et lui aussi. Merci beaucoup, Charles.
Merci beaucoup, Charles. Merci, Maria. Merci beaucoup. Merci, Tiffaine. Écoutez, voilà, on aurait aimé continuer cette conversation, je pense, encore un peu, peut-être au moment du repas et peut-être au moment aussi là des dédicaces avant. Voilà, si vous n'avez pas encore lu tous ces livres, c'est le moment de les récupérer. Et puis peut-être d'avoir une dédicace si vous voulez bien jouer à ce jeu de la rencontre. Merci encore à vous toutes et tous d'être là. Merci encore à la librairie Charlemagne aussi, qui nous accompagne bien sûr sur cet événement et qui était très heureux de vous avoir à Toulon et au Lioul.